Bonjour à tous, à toutes. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à venir vous présenter notre dispositif de repérage qui a été mis en place dans le milieu agricole déjà depuis plusieurs années. Donc, je vais vous présenter un petit peu le contexte agricole. Déjà, dès hier matin, nous avons entendu par la voix de M. Baudelot que la population des agriculteurs était fortement touchée par la problématique des tentatives de suicide et du suicide. Donc, la mutualité sociale agricole, c'est un organisme de couverture sociale qui concerne 5,6 millions de personnes. Nous avons 1,2 million d'actifs au régime agricole, avec une partie de non-salariés agricoles, donc des exploitants et employeurs de main-d'œuvre, et une partie salariés agricoles. Donc tous les chiffres qui sont là sont des chiffres de 2016. La mutualité sociale agricole, c'est à la fois la couverture sociale, mais c'est aussi l'organisme qui traite des allocations familiales, qui s'occupe aussi de la retraite. C'est un organisme avec des services de travailleurs sociaux répartis sur tout le territoire national. Et aussi la particularité de la MSA, c'est qu'au sein de la MSA, nous avons les services de santé au travail, avec les médecins du travail, les conseillers en prévention, les infirmiers de santé au travail. Et certaines MSA ont passé des conventions aussi avec des psychologues du travail qui viennent collaborer avec tout ce service. Donc, à partir de 2010, il y avait jusque-là des MSA, des services MSA dans tous les départements de France. Donc, il y a eu une fusion des MSA pour aboutir à 35 organismes MSA. Et bien évidemment, avec la régionalisation, depuis 2 ans, nous avons une organisation régionale qui s'appuie sur les 13 régions administratives. Comme vous pouvez voir, ces organisations régionales concernent pour certaines des très grandes régions avec beaucoup de fusions de MSA, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes d'organisation. La MSA, la particularité aussi, c'est que c'est une organisation paritaire avec des élus. Nous avons plus de 24 000 élus, à la fois qui représentent le collège des exploitants employeurs de main-d'œuvre et à la fois le collège des salariés agricoles. Donc la plupart des décisions sont prises de façon collégiale, à la fois par les employeurs et par les salariés agricoles, les uns et les autres participant aux cotisations sociales, bien évidemment. Et tous ces élus, si j'en parle, c'est parce que dans le cadre de la prévention du suicide, nous nous appuyons, enfin je dis nous, moi je suis médecin du travail, donc je fais partie du service santé au travail, nous nous appuyons fortement sur la présence de ces élus qui sont dans les cantons, qui sont souvent, qui sont eux-mêmes exploitants ou salariés agricoles et donc qui connaissent bien la population. Ils ont toutes des sessions de formation régulières tous les ans. Et la MSA, c'est aussi, vous le voyez, plus de 16 000 salariés répartis sur tout le territoire national. La prévention du suicide en MSA, elle a surtout commencé à partir de 2011, suite à une commande ministérielle du ministère de l'Agriculture de l'époque, M. Bruno Le Maire, qui a missionné la MSA pour mettre en place un plan national de prévention du suicide. Puisqu'il y avait un contexte, comme ça a été dit déjà hier, un contexte de très forte mortalité par suicide dans le milieu agricole, avec des chiffres alarmants, vous les verrez tout à l'heure. Et donc, ce plan national se décline selon 3 axes. Le premier axe, c'était déjà connaître un petit peu les chiffres, savoir de quoi on parle. Et donc là, nous avons passé une convention avec Santé publique France qui nous donne des chiffres de la mortalité par suicide depuis 2007 jusqu'à 2011 à ce jour. L'axe 2, c'est mettre en place un dispositif d'écoute avec un numéro de téléphone que les agriculteurs... Alors, quand je mets agriculteurs, c'est en fait à la fois les employeurs et exploitants, mais aussi les salariés agricoles. C'est tout le monde agricole. Tous les assurés MSA peuvent appeler ce numéro 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour parler de leur détresse et de leur mal-être. Et puis l'axe 3, pour lequel j'insisterai plus, c'est la création de cellules de prévention pluridisciplinaires dans chaque MSA
pour à la fois repérer les personnes en difficulté, mais aussi comme nous sommes un service avec un guichet unique, avec à la fois un service cotisation, service financier, service allocation familiale, service retraite, service social, service santé au travail. Grâce à tous ces services et à ce guichet unique, nous pouvons étudier une situation dans la globalité et puis alerter tel ou tel service selon la difficulté en cause. Donc l'axe 1, c'est les données chiffrées de Santé publique France qui ont révélé effectivement une surmortalité, ça on le savait déjà un petit peu, mais là au moins nous avons des chiffres, avec un excès de mortalité, d'abord une première étude 2007-2009 sur 3 ans, où là il y a une comparaison de la mortalité par suicide dans le milieu agricole par rapport à la population générale. Et donc là il y a un excès de mortalité chez principalement les hommes, les exploitants de 45 à 54 ans et 55 à 64 ans par rapport à la population générale. Cette étude, elle ne porte que sur les exploitants et employeurs de main-d'œuvre. Nous avons récemment passé une nouvelle convention avec Santé publique France pour qu'ils mènent la même étude auprès des salariés agricoles. Là, vous avez quelques chiffres qui démontrent bien la surmortalité. En fait, avec des années 2008, 2010, 2011, avec plus de 30% de mortalité par rapport à la population générale chez les hommes 45-54 ans. Et il y a eu une flambée chez les hommes un peu plus âgés de 55-64 ans, l'année 2009, à plus de 64% par rapport à la population générale. Donc, évidemment, avant 2008, il y a eu plusieurs crises sanitaires qui ont touché le monde agricole. En 2008, la crise économique. Il y a eu aussi certaines crises économiques particulières dans certaines filières, comme par exemple les éleveurs de vaches laitières avec le prix du lait. Il y a eu aussi d'autres crises dans le secteur des élevages porcins. Et donc, toutes ces crises ont un impact sur ces chiffres avec la crise économique de 2008. Après, la deuxième étude qui a été menée par Santé publique France, c'est 2010-2011, donc à suivre. Et là, il y a toujours la même surmortalité pour la même tranche, à la fois des hommes, mais aussi 45-54 ans. Et il y a eu une analyse un peu plus fine qui a été menée par Santé publique France pour comparer la surmortalité de la population au sein même de la population agricole selon certains critères. Donc les critères qui sont intéressants, c'est que certes, il y avait l'âge entre 45 et 54 ans chez les exploitants employeurs de main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a-t-il une surmortalité par suicide par rapport à des exploitants employeurs de main-d'œuvre plus jeunes ? Ils ont aussi pris en compte le fait d'avoir une surface agricole utile entre 20 et 49 hectares par rapport au fait d'avoir une plus grosse exploitation de plus de 200 hectares. Et effectivement, les chiffres sont assez probants. Il est plus risqué d'avoir une surface agricole utile plus petite par rapport à ceux qui ont une surface agricole utile plus importante. La forme juridique de l'exploitation aussi, ça c'est intéressant. Est-ce que l'exploitant travaille tout seul ou est-ce qu'il est constitué en société, en EARL, en GAEC, que sais-je, où on sait bien que du coup il n'est pas tout seul décideur, mais ils sont plusieurs associés. Donc ça c'est important. Et effectivement les personnes qui travaillent en individuel. Alors ce que j'ai souligné, c'est effectivement ceux qui sont plus à risque. Donc le fait de travailler en exploitation seul. La nature de l'activité aussi est importante. Est-ce que l'exploitant ne fait que cette activité unique, son exploitation, les cultures par exemple, ou est-ce qu'il a aussi une autre activité annexe, qui peut être une activité salariée ou dans une autre exploitation. Et effectivement, ceux qui sont à titre exclusif sont plus à risque. Et là, je reprends ce qui a été dit tout à l'heure en début de matinée. Un autre critère aussi intéressant dans cette étude plus fine, c'est les régions plus à risque dans le territoire national. Et là, il y a 4 régions qui sont plus à risque de mortalité par suicide dans le milieu agricole, mais on retrouve aussi ceux de la population générale. Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France et la Bretagne. L'axe 2 de ce plan, c'était mettre en place un dispositif d'écoute. Donc, depuis octobre 2014, il y a un numéro Agri-Écoute
qui est mise en place pour tous les assurés MSA et qui est portée par deux associations d'écoutants bénévoles que tout le monde connaît, SOS Amitié et SOS Suicide Phoenix, qui permettent d'avoir des écoutes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, quelques bilans chiffrés, 2015, 2016, 2017. Les 2016-2017, nous n'avons pas pu avoir de chiffres sur l'année complète pour des problèmes de bugs informatiques et de changement de serveur, tout simplement. Ce qu'on peut juste voir, si on reprend les chiffres des statistiques, c'est en fait une augmentation des appels en moyenne mensuelle progressive, même si ça ne vous paraît pas très très important. Je pense que ce que je voudrais dire, c'est que je pense que le monde agricole, on dit souvent que les agriculteurs sont des gens qui ne sont pas forcément à même de parler de leurs problèmes personnels. On les appelle souvent les taiseux, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et mettre à disposition un numéro de téléphone pour une écoute simple, on est juste dans l'écoute empathique, on n'est pas du tout dans la prise en charge, mais simplement dans l'écoute. Bon, c'est quelque chose qu'il faut peut-être communiquer sur une longue haleine pour qu'ils puissent peut-être prennent plus l'habitude de téléphoner quand ils ont des soucis, quand ils se sentent mal. Ce que nous disent les écoutants, c'est qu'au cours de l'année 2017, il y avait un peu plus d'appels, non pas de la personne directement concernée, mais de l'entourage, la femme, le conjoint, l'associé, qui s'inquiétait de son conjoint ou de son associé parce qu'il ne le sentait pas très bien. Et donc, des personnes qui prenaient le temps d'appeler ce numéro AgriÉcoute pour un peu se décharger de leur malaise et de leurs inquiétudes. Les appels sont principalement en journée, le lundi, le mercredi, et je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais parce que dans le monde agricole, on travaille plutôt 7 jours sur 7, mais le lundi et le mercredi, c'est très majoritairement les appels qui passent, et quasiment pas le dimanche et la nuit. L'axe 3, qui va nous occuper un peu plus de temps, c'est la création des cellules pluridisciplinaires de prévention au sein des MSA. Alors, le terme cellule, bon, c'est pas forcément très réjouissant, mais en fait, ça veut dire que c'est en fait un petit comité qui va réunir plusieurs métiers pluridisciplinaires au sein des MSA dans un objectif de la prévention du suicide. Donc, principalement des travailleurs sociaux, les médecins du travail et les médecins conseils de la MSA. Et puis on peut rajouter, donc ça c'est le petit noyau dur, on va dire, de nos cellules pluridisciplinaires de prévention, et on peut rajouter tous les services de la MSA qui sont au contact de l'assuré, qui connaissent le dossier ou qui peuvent donner des éléments d'information. Donc les missions de ces cellules, c'est d'analyser après un signalement, après une alerte de mal-être ou de détresse, analyser le dossier dans sa globalité, accompagner, après contact avec la personne, accompagner la personne. Donc, en général, il y a un coup de téléphone, il y a une rencontre physique le plus rapidement possible avec nos travailleurs sociaux qui peuvent se déplacer assez facilement dans les territoires. Et puis, soit on accompagne en interne parce que c'est possible, ou s'il y a besoin, on va faire une orientation vers des services extérieurs. Donc les CPP sont nos petites cellules qui sont au sein de nos caisses MSA. Et puis, alors le grand vert clair, les CPP, c'est la caisse centrale à MSA, c'est ce que je pilote moi au niveau national. Et au milieu, vous avez le vert avec les sentinelles. Donc on a déjà beaucoup parlé des sentinelles ce matin. En fait, on se rejoint tous pour dire que bon, on peut mettre en place des dispositifs au sein des MSA, mais nous allons là nous appuyer sur notre réseau de nos 24 000 élus sur les territoires qui connaissent les personnes, qui connaissent les exploitants, qui connaissent les exploitations, pour pouvoir réaliser un certain maillage de tout le territoire national et puis augmenter un peu le nombre de signalements d'alerte, surtout pour essayer de faire de la prévention, si ce n'est pas primaire, au moins secondaire. Donc l'organisation de nos cellules, au centre, vous avez la cellule pluridisciplinaire de prévention avec le service d'action sociale qui est très engagé sur nos cellules pluridisciplinaires, qui est souvent le travailleur social et le référent de la cellule. Et en fait, qui peut alerter, qui peut signaler à la cellule un mal-être ou une difficulté? Vous avez le médecin du travail.
quand nous rencontrons des ouvriers ou les conseillers en prévention, quand ils vont se déplacer dans les exploitations, ils rencontrent les exploitants. Ils peuvent signaler à la cellule qu'il y a une difficulté. Donc le signalement à la cellule, c'est toujours avec l'accord de la personne, bien évidemment. Tous les services qui sont en contact avec les assurés, ça peut être nos plateformes téléphoniques qui nous signalent assez souvent aussi des personnes en difficulté, avec son accord. Elles sont au téléphone et elles sentent qu'il y a un certain malaise. Nos agents d'accueil qui sont dans nos accueils MSA, qui rencontrent aussi nos assurés. Et puis tous les sentinelles qui peuvent alerter aussi la cellule pluridisciplinaire de prévention. Donc là, l'analyse de la situation, si elle nécessite une orientation vers des soins externes, si c'est un problème médical, c'est le médecin du travail qui va s'en charger et qui va faire le relais avec le médecin généraliste le plus souvent. Et si c'est plutôt un problème d'ordre social, c'est le travailleur social qui va prendre le relais et qui va alerter les services sociaux. Ça peut être les services sociaux du conseil départemental, par exemple, ou la mairie, ou que sais-je. Et depuis 2012-2013 que ces cellules sont mises en place, il y a de plus en plus la moitié de nos MSA travaillent avec des réseaux de psychologues en libéral pour pouvoir permettre un accompagnement, une orientation, si besoin, des assurés en difficulté. Nos sentinelles, en fait, c'est un réseau qui s'est développé beaucoup depuis 2013. On est bien d'accord avec eux qu'ils ne sont pas soignants, ils ne sont pas accompagnants, ils sont juste là pour veiller et pour donner l'alerte. Alors, tout à l'heure, on disait à quel moment on est veilleur, à quel moment on est acteur. Pour nous, les sentinelles que nous formons sur les territoires, on leur propose une formation sur le type de la formation du professeur Terra sur plusieurs jours. Et donc, les sentinelles, à la fois, ils ont la formation et après, ils ont des réunions de supervision régulières avec le psychologue, si la MSA travaille avec un psychologue, ou avec les gens de la MSA. Mais pour nous, c'est essentiellement un rôle d'alerte et on ne leur demande pas d'aller plus que ça. Ça peut évoluer. Donc les bilans de ces cellules, en fait, 2011, donc la commande ministérielle de ce plan national MSA prévention du suicide. 2012, on a commencé à mettre en place les cellules dans les MSA. En 2016-2017, nous avons sur nos 35 MSA, 35 cellules qui sont actives. Là, les chiffres, c'est 2016. Le nombre de situations détectées par année, vous allez voir que donc ça évolue fortement quand on compare 2013 où il y avait déjà 30 MSA sur 35 qui avaient leurs cellules et 2016 qui ont quasiment leurs 35 cellules actives. On est passé de 838 alertes signalements à 1452 et presque plus de la moitié vont être orientées, situations orientées, 314 en 2013 et 647 en 2016. Donc plus de la moitié vont nécessiter des orientations vers le médecin généraliste, vers un médecin psychiatre, vers un psychologue, vers des soins, quelquefois l'hôpital psychiatrique si besoin. L'origine du signalement, c'est principalement nos travailleurs sociaux, mais aussi les autres services de la MSA. En bleu clair, c'est 2015, plutôt en violet, c'est 2016. L'entourage professionnel, c'est intéressant de voir que l'entourage professionnel aussi, pour qui nous avons communiqué sur l'existence de ces cellules pluridisciplinaires de prévention, est à même de nous alerter, de nous signaler, toujours avec l'accord de la personne, qui a une difficulté ou une situation difficile à prendre en charge. Pour en venir à quelle tranche d'âge est plutôt concernée sur la problématique du mal-être et d'un risque suicidaire, en fait, on retrouve les mêmes chiffres que Santé publique France, avec toujours cette tranche d'âge 45-54 ans. Là, c'est juste les chiffres chez les femmes en 2016, avec, vous voyez bien, 45-54 ans et 55-64 ans qui sont largement supérieurs aux autres critères d'âge. Et on retrouve la même chose chez les hommes, 45-54 ans, 55-64 ans.
Nous, ce qu'on voit en tant que médecin du travail, c'est qu'en fait, à partir de 45-50 ans, il y a des problèmes de santé qui commencent à apparaître. Les grandes questions sur est-ce que je vais être capable de pouvoir continuer à exercer, éventuellement à travailler seul dans mon exploitation. Je vieillis, je commence à avoir certains handicaps. Vers 50-55 ans se pose la question de la transmission de l'exploitation. La particularité du monde agricole, c'est que le bien est le plus souvent transmis en famille, donc c'est le bien de mes parents, c'est le bien de mes grands-parents. Il y a aussi une certaine charge mentale sur le fait qu'il faut que je sois à même d'amener cette exploitation toujours en activité et l'idéalement que je puisse la transmettre à mon tour. Donc c'est un certain stress et une charge mentale que l'on voit et que l'on discute avec eux à partir de 55-60 ans. Ça fait partie un peu de nos facteurs, on va dire, stressants qui se rajoutent. Qui se rajoutent à quoi? J'ai envie de dire, et j'en profite un peu là, c'est qui se rajoute aux crises économiques, aux difficultés financières. Les exploitants disent aussi qu'il y a de plus en plus de démarches et de contraintes administratives qu'ils sont obligés de suivre. Et donc, au départ, l'exploitant qui était très content de faire son travail dans la ferme, il se rend compte qu'aujourd'hui, ils doivent être gestionnaires, ils doivent être financiers, ils doivent être visionnaires aussi, et aussi toujours à la pointe de l'activité. Donc, ça fait beaucoup de facteurs stressants. Et puis aussi, je pense que le regard du public sur le monde agricole a beaucoup évolué et depuis quand même un certain nombre d'années, quand on évoque le monde agricole, peut-être que je vais vous choquer, mais moi qui suis à l'MSA, ça me choque. En tout cas, on parle beaucoup du monde agricole sous forme de l'agriculteur, ce sont des pollueurs, ce sont eux qui nous polluent nos nappes phréatiques, ce sont eux qui amènent les algues vertes sur nos belles plages de Bretagne, par exemple. Les agriculteurs, ils sont râleurs et ils nous gênent quand ils manifestent avec leurs tracteurs et qui bouchent, qui bloquent les routes. Les agriculteurs, c'est aussi des profiteurs parce qu'ils ont beaucoup de subventions européennes. Et donc tout ça, je peux vous dire que ça fait une masse de critiques plutôt négatives sur ce métier qui doit rester beau et noble. Et nous, au sein des MSA, surtout au niveau de nos services de santé au travail, nous avons des actions particulières que nous avons mis en place récemment pour amener les agriculteurs, les exploitants à, au contraire, retrouver du sens à leur travail, retrouver le sens du beau, de tout ce qu'ils font, de l'implication et de la nécessité qu'ils ont à continuer parce qu'ils nourrissent aussi la population. Et nous avons mis en place, dans le cadre des médecins du travail, une activité qui s'appelle ESOPT, et si on parlait du travail, pour réunir des exploitants dans les cantons par petits groupes de 8-10 pour qu'ils se retrouvent et qu'ils parlent entre eux de leur travail, déjà parler de ce qu'ils font, et nous essayons, avec l'aide de psychologues, le consultant extérieur, de les amener à prendre conscience que ce qu'ils font, c'est beau, c'est noble, ça a du sens et qu'il ne faut pas qu'ils perdent pied. Donc ça fait partie aussi de nos actions MSA, un petit peu en dehors des cellules pluricellulaires de prévention, quoique c'est un peu complémentaire, puisqu'il y a aussi le médecin du travail qui est impliqué dans cette action. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est que depuis 2 ans... 2 minutes, madame. Oui, depuis 2 ans, il y a une très forte implication de tous les partenaires qui interviennent dans les exploitations. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des crises économiques, il y a eu des crises sanitaires, il y a eu la grippe aviaire, il y a eu beaucoup de conditions météorologiques très néfastes en 2016. Et depuis 2015-2016, tous les services que j'ai cités là, qui interviennent dans l'exploitation, maintenant travaillent avec nous pour qu'on mette en place un peu un réseau de sentinelles beaucoup plus large que nos élus MSA, mais aussi que toutes ces personnes, tous ces salariés qui interviennent dans l'exploitation, ils aient aussi un rôle de sentinelle et qu'ils puissent nous alerter. Et même certains ont même mis en place aussi des cellules d'urgence, notamment les vétérinaires. Donc, une formation en interne pour les salariés de la MSA, les élus, mais aussi une formation en externe. Je vous remercie de votre attention et je voudrais faire un petit clin d'œil aux Bretons dans la salle avec ces belles fleurs qui colorent un petit peu notre journée. Merci.
Merci beaucoup pour cet exposé qui remet bien en situation toutes les actions nombreuses, variées, qui existent avec la MSA, et terminé par ce bouquet final. Madame, bravo. Juste un petit commentaire avant de laisser la place. Dans notre région Poitou-Charentes et en particulier la Vienne et les Deux-Sèvres, nous collaborons depuis une dizaine d'années avec la MSA, et notamment nous coordonnons et nous supervisons des assistantes sociales que nous rencontrons tous les 2 mois pendant une demi-journée pour faire le bilan des actions. Ça peut être une action qui est pas chère et qui permet d'avoir des liens très privilégiés avec les assistantes sociales et les personnes qui interviennent aussi pour soutenir économiquement, faire le bilan, etc. Les secteurs psychiatriques peuvent faire aussi un peu ça et faciliter aussi les liens avec les CMP. C'est pas si simple que ça, car comme vous le savez, l'adresse vers les soins est facile à dire, mais pas facile à réaliser. Donc ça doit se faire avec certaines techniques. Voilà, des questions dans la salle ou des remarques? Oui, bonjour, donc Éric Gokelsing, La Réunion. En fait, je voulais simplement rebondir sur votre initiative concernant en fait, le travail que vous faites sur l'image des agriculteurs. Parce que finalement, moi, ça fait écho à une autre population qui aujourd'hui, à mon avis, est très en souffrance et à qui il faudrait redonner aussi ses lettres de noblesse, c'est les forces de l'ordre. Ouais, la police, ouais. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est la même chose, c'est-à-dire que cette dimension, on va dire, finalement de rejet social, ça me paraît vraiment être peut-être un axe de prévention. Restaurer cela pourrait peut-être permettre de lutter contre le suicide. Oui, nous avons commencé ces groupes ESOPT depuis déjà 2 ans dans certaines MSA pilotes. Et en fait, moi, je pensais que ça allait être difficile à mettre en place parce que faire venir des exploitants pendant une demi-journée sur leur temps de travail pour rencontrer le voisin, alors ils se connaissent pas, ils peuvent être en concurrence. Et en plus, pour parler un petit peu de soi et de son travail pour se livrer de façon un peu intime, moi, je pensais que ça allait pas trop marcher. Et en fait, ça marche très, très bien. Je suis assez satisfaite, mais assez surprise aussi. Et en fait, ils ont besoin de prendre du temps, justement, pour parler du travail. Et souvent, ils disent, mais en fait, c'est la première fois qu'on me demande de parler comme ça de mon travail. Et ils se livrent assez facilement. Donc, on est assez satisfait. On espère que ça va se développer de plus en plus. Un autre acteur important dans le monde du travail, ce sont les syndicats. Et un certain nombre de syndicats sont assez actifs pour aussi accompagner les exploitants. Ils sont eux-mêmes exploitants. Ils savent leur parler, les accompagner, travailler aussi avec nous, être aussi quelque part des sentinelles et être un relais important. Alors bon, je ne vais pas les citer, mais il y en a un certain nombre qui sont très actifs sur le terrain. Louis Géal, tu voulais poser une question, je crois. Bonjour. Ah, il y a quelqu'un d'autre là-haut. Oui. Où est-ce que vous êtes? Ah oui, d'accord. Bonjour, Geneviève Rocodarois, chargée de mission de l'association Recherche et Rencontres, qui est partenaire donc, de la MSA dans la création et l'animation du dispositif de prévention du suicide en Midi-Pyrénées-Nord depuis 2010. Voilà. Donc on a un petit recul qui nous permet quand même de pouvoir tirer quelques conclusions. Donc je ferai juste 2 remarques. La première, c'est un constat de grandes difficultés d'accès aux soins ou de retour aux soins pour des personnes qui présentent des troubles psychiatriques, et donc qui sont identifiés ou repérés donc, par la cellule. Et les CMP étant saturés, beaucoup, ça pose un gros problème d'accès aux soins, voire d'hospitalisation par manque de place. Donc ça, c'est le premier constat. Donc on a commencé à faire des démarches auprès des établissements hospitaliers de chaque département et de rencontres avec les présidents de CME, mais ça prend un certain temps. La deuxième remarque, c'est que l'année dernière ont été mis en place des groupes de parole à la demande des exploitants, notamment les éleveurs de palmipèdes, qui étaient en grande souffrance. Et donc ces groupes de parole leur ont permis de se rassembler et de se rencontrer.
Et ce qui émane de ces groupes de parole, c'est que beaucoup d'exploitants ont décidé donc de se regrouper en association pour s'entraider, déjà, se soutenir, et aussi pour agir sur la représentation, l'image que le grand public ont d'eux-mêmes. Voilà, donc ça répond à la remarque précédente, et je trouve ça très intéressant parce que du coup, c'est un mouvement de dynamique interne qui est en train de se produire, là où eux-mêmes prennent en charge cette dimension-là, et voilà, et c'est tout le but aussi de ces dispositifs, de les aider à redevenir acteurs de leur propre situation. Oui, tout à fait. Merci, madame. Docteur Gell, ça sera la dernière question. Là, ici, là, madame, en bas, là. Voilà, et on va s'arrêter après. Oui, vraiment, je suis admiratif de ce que vous avez mis en place et de l'évolution très significative avec la proposition que vous faites d'ouvrir ces groupes. Mais je n'ai pas bien compris, dans le fonctionnement de ces groupes, est-ce que ce sont des groupes d'entraide uniquement des agriculteurs entre eux, exploitants agricoles, que vous facilitez à se réunir, ou est-ce que ce sont des groupes de parole avec une intervention d'un professionnel de santé, ou est-ce qu'il y a les deux modalités qui existent, avec la particularité de votre environnement, c'est que c'est quand même beaucoup des hommes, et on sait que c'est les hommes qui sont à la fois concernés par le suicide et en même temps souvent en difficulté pour parler de leurs propres émotions. Donc je voulais savoir comment vous avez réussi à diffuser cette mise en place, et est-ce que, voilà, le fonctionnement, est-ce que c'est avec un intervenant professionnel à chaque fois ou pas? Donc c'est à l'initiative des services de santé et sécurité au travail dans le cadre d'un plan national santé et sécurité au travail où un des axes du plan c'était de faire de la prévention du risque psychosocial chez les exploitants. Et donc les premières rencontres, ce sont des groupes de parole qui sont proposés aux exploitants, animés par le médecin du travail, le conseiller en prévention et le plus souvent aussi par un consultant extérieur qui peut être ergonome, un psychologue du travail. Et en fait, donc, on propose des groupes de parole avec une première rencontre et puis après une deuxième rencontre, groupe de parole pour continuer à discuter. Et après, en fait, en fonction des groupes, il y a même des groupes qui demandent à se réunir, ils initient eux-mêmes leurs rencontres parce qu'ils sont contents, comme vous dites, ils se connaissent mieux, ils sont en confiance. Et après, s'ils veulent, nous on propose qu'il y ait des groupes de parole qui continuent, mais avec effectivement une animation extérieure, de psychologue ou un consultant. Après, nous, les services santé au travail, voilà, on est là pour initier la rencontre, initier le groupe de parole, et puis après, on n'est pas forcément là tout le temps à suivre, parce qu'on ne peut pas être partout non plus.